Trey Walker arrêta son cheval près de l'abreuvoir et mit pied à terre, avec la lenteur de celui qui a passé de longues semaines en selle. Meadowbrook l'accueillit dans le silence du soir, à cette heure où le travail dans les champs est terminé et où les saloons ne sont pas encore remplis de voix et de rires. La rue principale était large, battue par les sabots et les roues des chariots, bordée de bâtiments en bois aux enseignes délavées. Il n'avait pas l'intention de s'attarder. Juste une nuit pour se reposer, laisser sa monture reprendre des forces, puis repartir vers le nord, en direction des camps de mineurs, où l'on avait toujours besoin d'hommes sachant manier la dynamite et n'ayant pas peur du travail sous terre. Au cours des 3 dernières années, Trey avait parcouru la moitié des territoires, du Texas au Montana, s'engageant dans des ranchs, protégeant des diligences et travaillant même 1 mois comme adjoint du shérif, dans une petite ville perdue dont il avait déjà oublié le nom. Il était toujours en mouvement, car l'immobilité lui était insupportable. Après avoir attaché son cheval, Trey ajusta son chapeau et balaya les alentours du regard. Meadowbrook ne se distinguait en rien des dizaines d'autres villes qu'il avait traversées. Même magasin général, même forge avec son enclume à l'entrée, même saloon à la façade écaillée. Il s'apprêtait à se diriger vers l'auberge, quand le son d'un piano s'échappa des portes battantes du saloon. La mélodie était simple, un peu triste, de celle que l'on joue en fin de journée, quand les clients sont encore rares et que le musicien peut se permettre de prendre son temps. Trey s'immobilisa. Ses doigts se portèrent d'eux-mêmes à la poche de son gilet, sentant à travers le tissu le poids familier d'un pendentif en argent. Il le portait toujours sur lui, même quand il se séparait de tout le reste. La mélodie continuait de flotter hors du saloon, et à chaque note, son cœur se serra un peu plus. C'était cette chanson. Celle qu'elle fredonnait le matin, quand elle le croyait encore endormi. Celle sur laquelle ils avaient dansé dans la grange de son père, une fois les invités partis, alors qu'il restait un seul au milieu des bougies vacillantes. Il se tenait au milieu de la rue, et le monde autour de lui semblait s'être rétréci à ces quelques notes. La mélodie n'était pas populaire. Il ne l'avait jamais entendue au cours de toutes ces années d'errance. Julie disait qu'elle la tenait de sa mère, que c'était une vieille ballade irlandaise que presque personne ne connaissait plus. Trey fit un pas vers le saloon, puis un autre. La raison lui soufflait que ce n'était qu'une coïncidence, que quelqu'un d'autre connaissait simplement la même mélodie. Mais son cœur battait comme s'il venait de courir 1 mile sans s'arrêter. Il poussa les portes battantes et entra. Le saloon était à moitié vide. 2 hommes. Hommes étaient assis au comptoir avec des chopes de bière, et 3 autres jouaient aux cartes, à une table dans un coin. Derrière le bar, un homme à la barbe fournie essuyait nonchalamment des verres. Et dans le fond de la salle, près d'un vieux piano, une femme était assise. Trey ne pouvait pas voir son visage. Elle était tête de 3/4 d'eau, penchée sur les touches. Elle portait une robe vert foncé à manches longues, ses cheveux rassemblés en un chignon bas sur la nuque. Ses doigts glissaient sur le clavier, avec l'assurance que seules de longues heures de pratique peuvent donner. Il s'approcha du comptoir sans la quitter des yeux. Le barman leva les yeux vers lui. « Un whisky ?»« Oui, » répondit Trey, bien que sa voix lui parût étrangère. Le barman versa le liquide ambré dans un verre et le posa devant lui. Trey le prit, mais ne but pas. La mélodie s'acheva, et le silence s'installa dans le saloon. La femme au piano retira ses mains du clavier, se redressa et tourna la tête. Le temps s'arrêta. Julianne Farrell le regardait droit dans les yeux. 3 ans. 3 fichues années qu'il imaginait ce moment, ce qu'il dirait, ce qu'il ferait s'il la revoyait un jour. Il avait rejoué la scène dans sa tête des centaines de fois, passant de reproches colériques à une froide indifférence. Mais maintenant qu'elle était réellement assise à quelques pas de lui, tous ces mots s'étaient envolés. Elle n'avait pas changé. Les mêmes yeux sombres,
la même forme de bouche, le même grain de beauté près de la tempe gauche. Ce visage qu'il voyait en rêve, plus souvent qu'il ne voulait l'admettre. Seule son expression était différente. Un mélange de surprise, de peur, ou peut-être autre chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Pendant quelques secondes, ils se contentèrent de se regarder à travers la pénombre du saloon. Les joueurs de cartes continuaient leur partie, indifférents. Le barman retourna à ses verres. Entre Trey et Julie, un fil invisible semblait s'être tendu à l'extrême. Elle fut la première à détourner le regard. Elle posa ses mains sur ses genoux, serra le tissu de sa robe et se leva. Ses mouvements étaient fluides, maîtrisés, mais Trey remarqua le léger tremblement de ses épaules. « Je dois y aller ?» dit-elle à voix basse au barman. « Je viendrai plus tôt demain. »« Bien sûr, Miss Julie, » acquiesça-t-il. « Merci pour la musique. » Elle se dirigea vers la sortie sans un regard pour Trey. Elle passa à côté de lui, à portée de main. Il sentit le parfum familier de la lavande. Ce savon qu'elle aimait tant et qu'elle faisait venir de Saint-Louis. Quand elle arriva à sa hauteur, Trey ne put se retenir. Julie. Elle s'arrêta net. Sans se retourner, elle resta figée, le regard fixé sur les portes battantes. « Vous faites erreur, » dit-elle d'une voix neutre mais tendue. « Je m'appelle Jane Harris. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Mais il y a 3 ans, » continua Trey, ignorant ses paroles. « Tu as dit que je ne te retrouverai jamais. Tu te souviens ?» Son dos était droit comme un i. Il vit ses doigts se crisper. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Tu ne m'as laissé que le pendentif, celui en argent, avec la gravure. Je l'ai toujours. » Julie se retourna lentement. Son visage n'exprimait ni colère ni joie, seulement d'une lassitude qui n'était pas là 3 ans plus tôt. « Pourquoi es-tu ici, Trey ?» Alors, elle se souvenait. Il but une gorgée de whisky, sentant son amertume brûlante. « Je suis de passage. Je ne savais pas que tu étais là. » C'est la vérité. Et maintenant, tu le sais, dit-elle en croisant les bras, comme pour se protéger. Et après, il ne savait pas. Sincèrement, il ne savait pas. Durant ces 3 années, il s'était convaincu que tout était fini, qu'elle faisait partie d'un passé à enterrer pour pouvoir avancer. Mais il avait suffi d'entendre cette mélodie, de voir son visage, pour que tout s'effondre. « Et j'ai besoin de comprendre, dit-il enfin, pourquoi tu es parti. Sans un mot, sans une explication. Tu as juste disparu comme si tu n'avais jamais existé. » Julie soupira. Une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Tu sais très bien pourquoi. » « Non, je ne sais pas. » On s'est disputé, oui, mais les gens se disputent, ils se crient dessus, claquent les portes, puis ils se réconcilient. Ils ne disparaissent pas au milieu de la nuit en abandonnant tout pour changer de nom dans une autre ville. Ah, c'est plus compliqué que tu ne le penses. Alors, explique-moi. Je suis tout ouïe. Elle le fixa d'un long regard, si chargé d'émotions que Trey ne pouvait que les démêler. Finalement, elle secoua la tête. Pas ici, pas maintenant. Quand alors? Je ne te dois aucune explication, Trey Walker. Tu le comprends, ça, je suis parti. C'était mon choix, et ça le reste. Mais tu es là, fit-il en s'approchant. Tu aurais pu quitter la ville en me voyant, mais tu t'es arrêté. Tu me parles. Parce que tu as prononcé mon nom dans un saloon, répondit-elle d'une voix plus froide. Parce que je ne veux pas de scène. Ici, je suis Jane Harris. Je suis arrivé il y a 1 an, je travaillais comme pianiste. Je vis dans une chambre meublée au-dessus du magasin de M. Palmer. J'ai une vie normale et tranquille, et je ne veux pas que quoi que ce soit vienne la détruire. Donc tu as une autre vie, et je n'y ai pas ma place. Exactement. Trey reposa son verre sur le comptoir. Le whisky lui brûlait la gorge. Mais ce n'était rien comparé à ce qui le consumait de l'intérieur. Très bien.
dit-il lentement. Je partirai demain matin. Je ne dérangerai pas ta nouvelle vie. Mais ce soir, juste pour ce soir, tu vas répondre à une seule question. Une seule. Julie se mordit la lèvre, un geste familier qu'il avait vu 1000 fois. Quelle question? Est-ce que tu le regrettes? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait, et ses yeux reflétaient la lumière des lampes à huile suspendues au plafond. Dehors, un cheval hennit. Les joueurs de cartes éclatèrent un de rire, et le barman leur cria de faire moins de bruit. « Chaque jour que Dieu fait, » murmura-t-elle enfin, « chaque jour. » Puis, tournant les talons, elle sortit du saloon. Le laissant debout près du comptoir, un verre vide à la main, et le cœur battant à lui en rompre la poitrine. Trey ne partit pas le lendemain matin. Il loua une chambre à la pension de Madame Olsen, une veuve aux cheveux gris et au visage bienveillant qui louait 2 chambres à l'étage et préparait le petit déjeuner pour ses pensionnaires. La chambre était petite mais propre. Un lit étroit, une commode, une bassine pour la toilette et une fenêtre donnant sur la rue principale. Il resta éveillé tard dans la nuit, fixant le plafond et ressassant leur conversation. Chaque jour. Elle l'avait dit si bas qu'il avait à peine entendu, mais il avait entendu. Le matin, Trey descendit pour le petit déjeuner. Madame Olsen lui servit des œufs, du bacon et du pain frais, tout en le questionnant sur les routes et les nouvelles des autres villes. Il répondit poliment mais laconiquement, et la veuve le laissa bientôt tranquille. Après le repas, Trey sortit. La journée s'annonçait claire, le ciel voilé d'une légère brume, et l'air embaumant l'herbe fraîchement coupée des prairies environnantes. Meadowbrook s'éveillait lentement. Les boutiques ouvraient, les femmes allaient aux puits avec leurs seaux, et quelque part, le marteau d'un forgeron résonnait. Trey arpenta la rue principale, sans but apparent, mais en réalité à la recherche d'une silhouette familière. Julie n'était nulle part en vue. Il passa devant le magasin de monsieur Palmer, un bâtiment de 2 étages avec une enseigne, articles et mercerie. C'était donc là qu'elle vivait, à l'étage. Il s'arrêta devant le bâtiment, observant les volets clos du second. Que faisait-il? L'espionnait-il comme un idiot désespéré? Elle lui avait demandé de partir. Elle avait dit qu'elle avait une nouvelle vie. Mais elle avait aussi dit qu'elle regrettait, chaque jour. Monsieur Walker? Trey se retourna brusquement. À côté de lui se tenait un jeune homme d'environ 25 ans, vêtu d'une simple chemise et d'un gilet, un sourire amical aux lèvres. « Oui, Benjamin Wheeler, » dit le jeune homme en tendant la main, adjoint du shérif. Madame Olsen m'a dit qu'un voyageur s'était arrêté chez elle. J'ai l'habitude de me présenter aux nouveaux venus en ville, juste au cas où. Trey lui serra la main, Trey Walker, de passage. Compris, acquiesça Benjamin. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, le bureau du shérif est de l'autre côté de la rue. Les gens sont calmes par ici. Il n'y a généralement pas de problème. J'en prendrai note. L'adjoint du shérif lui sourit une dernière fois et poursuivit sa ronde. Trey le suivit du regard. Il valait mieux que la loi locale soit amicale. Il ne prévoyait aucun problème, de toute façon. Il retourna à la pension, prit ses sacoches de sel et les monta dans sa chambre. Puis il s'assit près de la fenêtre et attendit. Il ne savait pas exactement quoi. Il attendait simplement. Vers midi, une silhouette familière apparut dans la rue. Julie se dirigeait du magasin de Palmer vers le saloon, un petit panier à la main. Elle portait une autre robe, bordeaux, avec une garniture noire au col et aux poignets. Ses cheveux étaient de nouveau attachés, non pas en chignon, mais en une tresse qui retombait sur son épaule. Elle marchait vite, sans regarder autour d'elle. Trey l'observa depuis sur sa fenêtre jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes du saloon. Le soir, il y retourna. Cette fois, le saloon n'était plus rempli, avec une dizaine de clients assis aux tables, jouant aux cartes ou buvant de la bière.
Une odeur de fumée de tabac et de viande grillée flottait dans l'air. Julie était assise au piano et jouait une mélodie entraînante qu'un des clients sifflotait. Trey prit place au comptoir, commanda un whisky et se mit à écouter. Elle jouait bien, avec assurance et un sens du rythme certain. Parfois, un client demandait une chanson particulière, et elle acquiesçait en passant à une nouvelle mélodie. Elle ne regarda pas une seule fois dans sa direction, mais il savait qu'elle était consciente de sa présence. Il avait vu ses épaules se raidir légèrement quand il était entré. 1 heure passa. Puis une autre. Trey buvait lentement en faisant durer son verre toute la soirée. Il restait simplement assis à l'écouter jouer. Finalement, vers 10 heures, Julie termina sa dernière mélodie, se leva et se dirigea vers la sortie. Trey se leva à son tour et la suivit. Dehors, il faisait sombre. Seules des lanternes près du saloon et du bureau du shérif éclairaient un peu la rue. Julie marchait vite et il la rattrapa près du magasin de Palmer. « Julie, attends !» Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Tu avais dit que tu partirais ce matin. J'ai changé d'avis. Tu n'as rien à faire ici, peut-être. Mais je reste. » Cette fois, elle se retourna. Au clair de lune, son visage paraissait pâle, presque fantomatique. Pourquoi ? Pour nous tourmenter tous les deux. Pour comprendre, dit-il en s'approchant. Tu as dit que c'était plus compliqué. Donne-moi une chance de le comprendre. Certaines choses ne s'expliquent pas très. Mais c'est. Elle le regarda longuement, en silence. Puis elle soupira. Demain, viens près de la rivière après-midi. Il y a un endroit où je m'assieds parfois. Tu verras un grand chêne sur la rive. Je serai là. D'accord. Mais ça ne changera rien, tu comprends ? Quoi que je te dise, ça ne changera pas ce qui s'est passé. Peut-être, admit-il, mais j'ai besoin de l'entendre. Elle hocha la tête et, sans un mot de plus, entra par la porte à côté du magasin, qui menait à l'étage. Trey resta dans la rue, le regard fixé sur la porte qui venait de se refermer. Demain, il connaîtrait la vérité. Trey se réveilla avant l'aube. Son sommeil avait été agité, rempli de bribes de souvenirs. Son rire, ses mains dans les siennes. Leurs derniers mots échangés à travers les larmes. Il resta dans l'obscurité, écoutant la ville s'éveiller. D'abord les coqs, puis les aboiements des chiens, le grincement des charrettes et les voix des hommes partant au champ. Il se leva, se lava à l'eau froide de la cruche et s'habilla. En bas, il trouva Madame Olsen en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Monsieur Walker », lui dit-elle d'un signe de tête amical. « Asseyez-vous, ce sera bientôt prêt. » Il s'assit à une table dans la petite salle à manger, qui sentait le café frais et le bacon grillé. Madame Olsen posa devant lui une assiette et une tasse de café fumant. « Vous avez décidé de rester un peu ?» demanda-t-elle en se servant du café et en s'asseyant en face de lui. La mine qui m'y aussi dit quelques jours, si cela ne vous dérange pas. Pas du tout, soyez le bienvenu. C'est un endroit calme, idéal pour se reposer après un long voyage. Trey hocha la tête sans entrer dans les détails. Madame Olsen était de ces femmes au grand cœur qui ne posent pas de questions quand elles voient que quelqu'un n'a pas envie de parler. Après le petit déjeuner, il sortit. La matinée était fraîche, l'air vivifiant. Trey se rendit à l'écurie pour voir sa jument, une alezane nommée Red qui l'accompagnait depuis 2 ans. Il lui donna de l'avoine, la brossa, lui parlant à voix basse. Les chevaux écoutaient toujours mieux que les gens. Ensuite, il se promena en ville pour tuer le temps jusqu'à midi. Il entra dans le magasin de Palmer, acheta du tabac et une nouvelle ceinture en cuir pour remplacer la sienne, usée. Derrière le comptoir se tenait M. Palmer lui-même, un homme âgé à la barbe poivre et sel et au regard attentif. « Nouveau en ville ?
demanda-t-il en emballant les achats. Dis oui. Je suis chez Madame Olsen, une femme bien. Elle prend rarement des pensionnaires. Mais si elle l'a fait, c'est que la personne lui a plu, dit Palmer en lui tendant le paquet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai un peu de tout ici. Trey le remercia et retourna dans la rue. Il leva les yeux vers le 2e étage du bâtiment. Les volets étaient entouverts, mais Julie n'était pas visible. Midi arriva avec une lenteur exaspérante. Quand le soleil fut enfin au zénith, Trey se dirigea vers la rivière. Meadowbrook était bâtie sur une petite rivière qui descendait des collines à l'est et se perdait dans les prairies à l'ouest. En été, elle était à sec, mais en ce début d'automne, elle était pleine et rapide. Il longea la rive jusqu'à ce qu'il aperçoive le grand chêne dont Julie avait parlé. L'arbre poussait sur une petite butte, sa large couronne offrant une ombre épaisse. Sous le chêne, assise dans l'herbe, elle était là. Cette eau-là. Julie regardait la rivière, les bras enlaçant ses genoux. Elle portait une simple robe couleur sable, sans fioritures, le genre de tenue pour une promenade ou les tâches ménagères. Ses cheveux étaient détachés et des mèches rousses flottaient au vent. Elle entendit ses pas et se retourna. Leurs regards se croisèrent et Trey sentit de nouveau ce pincement familier au cœur. « Tu es venu, dit-elle doucement. Tu en doutais. Je ne sais pas. J'espérais peut-être que tu changerais d'avis et que tu partirais. » Il s'approcha et s'assit à côté d'elle dans l'herbe, en gardant une distance respectable. « Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Tu le sais bien. » Julie eut un sourire triste. « Je sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de toi. » Trey se figea. Elle avait dit cela si simplement, comme si elle parlait du temps qu'il faisait, mais sa voix était empreinte de douleur. « Raconte-moi, demanda-t-il, depuis le début. Que s'est-il passé cette nuit-là » Julie resta silencieuse un instant, le regard perdu sur l'heure. La rivière coulait paisiblement, clapotant contre les pierres. Au loin, un oiseau criait. « Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester. » Commença-t-elle enfin. « On s'était disputé à propos de tes projets de partir en Californie. Tu voulais tenter ta chance dans les mines d'or et je te demandais d'attendre, de t'installer d'abord au ranch de ton oncle. Tu as dit que je ne croyais pas en toi. J'ai dit que tu étais un rêveur imprudent. On s'est crié dessus. On s'est dit des choses cruelles. » Trey hocha la tête. Il se souvenait de cette nuit, de chaque mot. « Et puis tu es rentré dans la maison en claquant la porte, » continua-t-il. Je suis resté sur le porche. Je pensais que le lendemain matin, tout s'arrangerait. Qu'on parlerait calmement et qu'on trouverait une solution. Mais le lendemain matin, je n'étais plus là. Le lendemain matin, je n'ai trouvé que le pendentif sur la table. Et un mot, quoi de deux. Julie ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Et cette dispute n'était pas la raison principale, Trey. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela faisait longtemps que je sentais que je devais partir. Je n'arrivais simplement pas à m'y résoudre. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu n'as rien fait de mal, dit-elle en se tournant vers lui. Le problème ne venait pas de toi. Il venait de moi, de mon passé que tu ne connaissais pas. Trey resta silencieux, lui laissant le temps de continuer. Il voyait à quel point chaque mot lui coûtait. « Mon père », déglutit Julie, n'était pas celui qu'il prétendait être. Quand j'étais petite, nous déménagions tous les 2 ou 3 ans. Nouvelle ville, nouveau nom, nouvelle histoire. Il disait que c'était pour le travail, que c'était nécessaire. Je l'ai cru jusqu'à mes 15 ans. Et puis j'ai appris la vérité. Et quelle vérité ? C'était un joueur de cartes, un tricheur professionnel. Il plumait les riches au poker, prenait leur argent
et disparaissait avant qu'il ne s'en rende compte. Parfois, ça se passait bien, parfois non. Dans une ville de l'Arkansas, il a failli se faire pendre. Nous nous sommes enfuis en pleine nuit. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes amis. Trey écoutait en silence. Cela expliquait beaucoup de choses. Sa réserve, son refus de parler du passé, sa peur de s'attacher. Et quand j'ai eu 18 ans, mon père a perdu une grosse somme d'argent contre un homme nommé Dexter Rollins. Il ne pouvait pas rembourser. Rollins a dit qu'il me prendrait en paiement de la dette, dit Julie, la voix tremblante. Mon père a refusé. Rollins a menacé de nous tuer tous les deux. Nous avons encore fui. Cette fois, nous sommes arrivés dans une petite ville près de la frontière mexicaine. Mon père m'a dit que nous étions en sécurité, que Rollins ne nous retrouverait jamais. Mais il vous a retrouvés? 1 an plus tard. Mon père était mort entre-temps, son cœur avait lâché. J'étais seul, je travaillais comme couturière chez une tailleuse locale. Et un jour, Rollins est arrivé en ville avec ses hommes. Il m'a trouvé. Il a dit que la dette tenait toujours et que je devais maintenant la rembourser. Trey sentit la fureur monter en lui. Ses doigts se serrèrent dans un poing. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis enfui cette nuit-là. J'ai pris l'argent que j'avais économisé. J'ai acheté une place dans une diligence et je suis parti. Je suis arrivé dans la ville où je t'ai rencontré. Trey se souvint de leur première rencontre. C'était il y a 3 ans et demi dans une petite ville du nord du Texas. Il travaillait comme cavalier dans un ranch, elle comme aide dans l'hôtel local. Ils s'étaient rencontrés à un bal organisé 1 fois par mois dans la grange du vieux Jackson. Elle dansait avec un autre, mais elle n'arrêtait pas de regarder dans la direction de Trey. Quand la musique s'est terminée, il s'est approché et l'a invitée pour la danse suivante. Elle a accepté, et depuis ce soir-là, ils étaient inséparables. « Tu ne m'en as jamais parlé, » dit Trey doucement. « Ouh, j'avais peur. Peur que si tu apprenais la vérité, tu partes. Que tu penses que j'apportais trop de problèmes. Et j'avais peur que Rollins me retrouve. Et s'il apprenait ton existence, je me serais occupé de lui. Tu ne connais pas cet homme, Trey. Il est cruel. Il a des hommes, de l'argent, des relations. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il considère comme sien. Ouah. Et c'est pour ça que tu es parti, pour me protéger. » Julie hocha la tête. « Et j'ai entendu dire qu'il me cherchait à nouveau. Quelqu'un avait vu ces hommes dans la ville voisine. Il posait des questions sur une fille aux cheveux roux. J'ai compris qu'il fallait que je disparaisse. Pour de bon. Changer de nom, partir si loin qu'il ne me retrouverait jamais. Et je ne pouvais pas t'emmener avec moi. Cela t'aurait mis en danger. » Trey se tourna vers elle, lui prit la main. Elle tressaillit à son contact, mais ne la retira pas. « Tu aurais dû me le dire. Nous aurions trouvé une solution ensemble. » Il n'y avait pas de solution. Seulement la fuite. J'ai passé ma vie à fuir, Trey. De ville en ville, de nom en nom. Je ne voulais pas que tu vives comme ça. Mais je voulais vivre avec toi, à n'importe quel prix. Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Elle n'essayait pas de les retenir. Si, je sais. C'est exactement pour ça que je suis parti sans explication. Si j'avais essayé de te parler, tu m'aurais convaincu de rester. Et je ne pouvais pas rester. Pas après avoir su qu'il était si proche. Trey l'attira contre lui, la serra dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son épaule et éclata en sanglots, secouée de tremblements. Il lui caressait les cheveux, sentant sa propre gorge se nouer. 3 ans. 3 ans qu'il lui en voulait, qu'il l'accusait, qu'il ne comprenait pas. Et pendant tout ce temps, elle le protégeait, de la seule manière qu'elle connaissait. « Je t'ai cherché », lui murmura-t-il à l'oreille. Pendant 6 mois, j'ai parcouru toutes les villes des environs. J'ai interrogé les gens, donné ta description. Personne n'avait rien vu. Tu avais disparu comme un fantôme. J'ai fait de mon mieux. J'ai changé de ville tous les quelques mois.
J'ai travaillé là où personne ne me connaissait. J'ai utilisé différents noms. Et ici, à Meadowbrook, tu es en sécurité. Elle s'écarta, essuya ses yeux du revers de la main. Je ne sais pas. J'espère. Je suis ici depuis 1 an. C'est le plus longtemps que je sois resté au même endroit depuis mon départ. Les gens m'ont accepté. J'ai un travail, un toit sur la tête, une vie presque normale. Mais tu as toujours peur. J'aurai toujours peur. Tant que Rollins sera en vie et se souviendra de moi. Trey la regarda dans les yeux. Alors il faut faire en sorte qu'il oublie. Ou qu'il ne puisse plus menacer personne. De quoi parles-tu? Je dis que la fuite n'est pas la seule solution. On peut affronter le problème. Julie secoua la tête. Non, c'est de la folie. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Alors, dis-le-moi. Dis-moi tout ce que tu sais sur lui. Où il se trouve habituellement, qui sont ses hommes, ce qu'il fait. Trey, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je ne veux pas que tu t'impliques là-dedans. Je suis déjà impliqué. Depuis le moment où j'ai entendu ta musique dans ce saloon, elle le regarda longuement et il vit dans ses yeux une lutte entre l'espoir et la peur. Même si nous faisions quelque chose contre Rollins, dit-elle enfin, ça n'effacerait pas ce qui s'est passé. Les 3 années que nous avons perdues, la douleur que nous nous sommes infligées. Je sais. Mais là, nous pouvons recommencer. Si tu le veux. Oh. Et toi, tu le veux? Après tout ce que j'ai fait? Trey lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Je n'ai jamais cessé de vouloir être avec toi, Julie. Même quand j'étais en colère. Même quand j'essayais d'oublier. Tu es la seule chose qui a compté pendant toutes ces années. Elle ferma les yeux, appuya son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, enlacés, sous le vieux chêne, et le monde autour d'eux sembla s'arrêter. « Tu m'as manqué », murmura-t-elle. Tellement que parfois, je ne pouvais plus respirer. Chaque fois que je jouais cette mélodie, je pensais à toi. C'était tout ce qui me restait de notre ancienne vie. J'avais le pendentif. Je voulais que tu te souviennes de moi. Je n'aurais pas pu t'oublier, même en essayant. Ils restèrent en silence, écoutant le bruit de la rivière et le bruissement des feuilles au-dessus de leur tête. Le soleil déclinait lentement vers l'ouest, projetant de longues ombres. Finalement, Julie reprit la parole. « Et maintenant, maître, qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, on arrête de se cacher. Tu vas tout me dire sur Rollins, et on trouvera un plan. Et s'il apprend que tu es ici, que tu es avec moi, qu'il l'apprenne, je n'ai pas peur d'un joueur de cartes qui terrorise les femmes. Il est bien plus qu'un simple joueur de cartes. Il a de l'influence. » Le shérif d'une ville, ça dans sa poche. Le juge d'une autre est son ami. Il peut faire en sorte que tu sois accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Ou simplement te faire abattre sur la route et personne ne posera de questions. Alors on sera prudent. Mais je ne t'abandonnerai plus, Julie. Tu comprends? Je suis là et je reste. Elle le regarda avec un mélange de gratitude et de douleur si intense que son cœur se serra. Je ne te mérite pas. Si tu me mérites, et bien plus encore. Il se pencha et l'embrassa, lentement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse au moindre mouvement brusque. Elle répondit à son baiser, et c'était à la fois familier et nouveau. Les mêmes lèvres, le même goût, mais des émotions différentes. Pas la passion de la jeunesse, mais une tendresse mûrie, passée par la douleur et la perte. Quand ils se séparèrent, Julie sourit, son premier vrai sourire depuis leur retrouvaille. J'avais oublié ce que c'était de ne pas être seul. Tu ne l'oublieras plus, je te le promets. Ils restèrent net sous le chêne jusqu'au soir, à parler. Julie lui raconta sa vie à Meadowbrook, les gens qu'elle avait rencontrés, son travail au saloon. Trey partagea les histoires mortes de ses voyages.
le ranch dans le Montana où il avait passé l'hiver, la diligence qu'il avait gardée à travers les territoires indiens, le prospecteur avec qui il avait travaillé dans une mine de cuivre. Il parlait de tout et de rien, savourant simplement la présence de l'autre, comme pour rattraper 3 ans de séparation en une seule soirée. À la tombée de la nuit, ils retournèrent en ville. Trey raccompagna Julie jusqu'à chez elle, et ils s'arrêtèrent devant la porte. « Demain, je commencerai à poser des questions sur Rollins, » dit-il. « Discrètement, pour ne pas attirer l'attention. Il faut savoir où il est, ce qu'il fait. »« Sois prudent, » dit Julie en lui prenant la main. « Promets-le, le moi. »« Promis. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue. « Bonne nuit, Trey. Bonne nuit, Julie. » Il la regarda disparaître derrière la porte, puis se dirigea lentement vers la pension. Un plan commençait déjà à se former dans son esprit. Il fallait agir avec intelligence et précaution. Mais il y arriverait. Pour elle, il arriverait à tout. Les jours suivants, Trey les passa à poser des questions prudentes. Il ne pouvait pas simplement demander des nouvelles de Dexter Rollins. Cela attirerait l'attention et pourrait remonter jusqu'à Rollins lui-même. Il devait agir avec finesse. Il commença par devenir un habitué du saloon. Il venait chaque soir, commandait un whisky, jouait aux cartes avec les locaux. Il écoutait sur les conversations, mémorisait les noms, captait des bribes d'histoire. Peu à peu, on cessa de le voir comme un étranger. Il devint juste un autre voyageur qui avait décidé de s'attarder en ville. Julie jouait du piano tous les soirs de 7 à 10 heures. Il s'efforçait de ne pas montrer qu'il y avait quelque chose entre eux. Elle ne le regardait pas. Il ne s'approchait pas d'elle. Mais chaque fois que ses doigts glissaient sur les touches, il savait que cette musique était pour lui. Et quand elle finissait de jouer et sortait du saloon, il attendait quelques minutes, finissait son verre et partait à son tour. Ils se retrouvaient plus tard, quand la ville s'endormait. Il y avait à Meadowbrook un vieux moulin à Oahu, à la périphérie de la ville, abandonné depuis 5 ans. La roue avait cessé de tourner depuis longtemps. Les meules étaient recouvertes de rouille, mais le bâtiment lui-même était encore solide. C'est là qu'ils se retrouvaient, une heure après s'être quittés au saloon. À l'intérieur, une odeur d'humidité et de vieux bois flottait dans l'air. La lumière de la lune filtrait à travers les fentes des murs, dessinant des bandes d'argent sur le sol. Trey apportait une couverture, l'étendait sur les planches du 2e étage, d'où l'on pouvait voir la rivière par une ouverture qui avait autrefois été une fenêtre. Ils restaient allongés côte à côte, regardant le ciel étoilé et parlant. Parfois de choses et d'autres. Le temps qu'il ferait le lendemain, ce que Mme Olsen avait servi au petit déjeuner, quelle chanson on lui avait demandé de jouer au saloon. Parfois de choses importantes, les 3 années qu'ils avaient été passées séparés, les peurs qu'ils portaient en eux, ce que cela faisait d'être de nouveau ensemble. « Je croyais ne plus t'aimer », avoua Julie une nuit. La première année, je me le répétais tous les jours. Je me disais que tu faisais partie du passé, qu'il fallait tourner la page et avancer. J'ai même essayé de fréquenter un autre homme. Trey sentit une pointe de jalousie, mais ne dit rien. Il s'appelait Thomas Gray. Un homme bien, il tenait une boutique dans la ville où je travaillais à l'époque. Il m'a fait de la cour pendant 3 mois. Il m'apportait des fleurs, me raccompagnait après le travail, me faisait des compliments. Un jour, il m'a invité à dîner chez lui. Et que s'est-il passé? Rien. J'étais assise à sa table. Je mangeais ce qu'il avait préparé. J'écoutais ses histoires. Et je ne pensais qu'à toi. À la façon dont tu brûlais toujours le bacon parce que tu te laissais distraire par la conversation. À la façon dont tu me regardais le matin quand tu croyais que je dormais encore. À tes mains calleuses à cause du travail, mais si douces au toucher. Elle se tourna vers lui et au clair de lune, ses yeux brillaient. J'ai compris à ce moment-là que c'était inutile. Qu'on peut fuir une ville, un nom, un passé, mais pas ce qu'on ressent. J'ai dit à Thomas que je ne pourrais pas être avec lui. Il n'a pas compris.
Il a pour là été blessé. Une semaine plus tard, j'ai quitté cette ville. Trey la serra plus fort contre lui. J'ai essayé aussi. Il y a eu une femme dans le Montana, cet hiver-là. Elle était cuisinière au ranch. Nous dormions dans des chambres voisines, dans le baraquement des employés. Elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas contre un rapprochement. Et je n'ai pas pu. Chaque fois que je la regardais, je te voyais. Ce n'était pas juste pour elle. Alors je suis resté à distance. Quand le printemps est arrivé, je suis parti. Julie posa sa tête sur sa poitrine. On a perdu tellement de temps. Mais on s'est retrouvés. C'est le principal. Il se tuera, écoutant le murmure de la rivière en contrebas. Trey lui caressait les cheveux, la sentant se détendre peu à peu dans ses bras. « Tu as appris quelque chose sur Rollins ?» demanda-t-elle enfin. Petit à petit. « Aujourd'hui, j'ai joué aux cartes au maquillage avec un homme nommé Wilbur Crane. Il voyage beaucoup pour son commerce de bétail. Il connaît du monde dans différentes villes. J'ai prudemment orienté la conversation sur les joueurs de cartes. J'ai mentionné quelques noms. Quand j'ai parlé de Rollins, il s'est un peu tendu. Qu'a-t-il dit? Que Rollins est un gros bonnet. Il possède des saloons dans 3 villes, a des parts dans plusieurs maisons de jeu. Sa base principale est la ville de Fort Griffin, à 2 jours de cheval au nord d'ici. Là-bas, il est intouchable. Le shérif local est dans sa poche. Julie frissonna. Il n'est donc pas si loin, mais il ne sait pas que tu es ici. Crane a dit que Rollins cherchait effectivement une femme il y a environ 2 ans. Il a envoyé des hommes dans différentes villes pour poser des questions. Mais depuis 6 mois, plus rien. Il a peut-être abandonné les recherches. Ou il se fait juste discret. Rollins n'est pas du genre à laisser filer sa proie. Trey l'a senti se raidir dans ses bras. « Hé !» dit-il en lui relevant le menton pour la forcer à le regarder. « Je ne le laisserai pas te toucher. Tu m'entends? Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas le promettre. Si je peux, et je te le promets. » Elle effleura ses lèvres des siennes. Un baiser léger, presque impalpable. « J'ai peur, Trey. Pas pour moi, pour toi, s'il apprend que tu te mets entre nous. Qu'il l'apprenne. Je ne fuirai pas. C'est justement ça qui me fait peur. » Le 4e jour, l'inattendu se produisit. Trey était assis à une table de cartes dans le saloon avec 3 locaux. Crane, avec qui il avait déjà joué, un fermier nommé Harvey Stokes, et le propriétaire de l'écurie, Ralph Good. Julie jouait une mélodie entraînante, et l'air était rempli du bourdonnement des voix et des rires. La porte du saloon s'ouvrit brusquement, et 2 hommes entrèrent. Trey les remarqua immédiatement, non pas parce qu'ils avaient l'air menaçants, mais parce qu'ils étaient des étrangers. Dans une ville comme Meadowbrook, les étrangers se repèrent tout de suite. Tous 2 portaient des vêtements de bonne qualité, gilets en cuir, chapeaux neufs, bottes cirées. Un revolver pendait à la ceinture de chacun. L'un était grand et mince, avec un visage anguleux et des yeux gris et froids. L'autre, plus petit, mais plus large d'épaules, avait une barbe rousse et une cicatrice sur le sourcil gauche. Ils se dirigèrent vers le comptoir et commandèrent du whisky. Le barman les servit et ils restèrent là à inspecter la salle. Le regard du plus grand s'arrêta sur Julie. Trey sentit une tension monter en lui. Il continua à jouer aux cartes, feignant de ne pas prêter attention aux nouveaux venus. Mais il suivait chacun de leurs mouvements du coin de l'œil. Le grand dit quelque chose à son compagnon en désignant le piano. Le barbu rouge eut un sourire en coin. Ils finirent leur whisky et se dirigèrent vers Julie. La musique s'interrompit. Trey vit Julie lever la tête et regarder les hommes qui s'approchaient. Même de l'autre côté de la salle, il remarqua la pâleur de son visage. « Bonsoir, mademoiselle !» dit le grand en retirant son chapeau. « Vous jouez très bien. Accepteriez-vous de jouer quelque chose pour nous ?»« Bien sûr, » répondit Julie d'une voix égale. Mais Trey, qui la connaissait bien, y décela un tremblement. « Que désirez-vous entendre ?»« Surprenez-nous.
quelque chose de triste. Julie hocha la tête et reposa ses mains sur les touches. Une mélodie lente et mélancolique s'éleva. Le grand homme resta à côté d'elle, sans la quitter des yeux. Trey posa ses cartes. « Excusez-moi, messieurs, je dois sortir un instant. » Il se leva et se dirigea vers la sortie, en passant près du piano. Du coin de l'œil, il vit le grand homme le suivre du regard. Trey sortit, fit quelques pas, puis contourna le bâtiment pour se poster près d'une fenêtre latérale du saloon, d'où il pouvait observer la scène. Julie termina de jouer. Le grand homme lui dit quelque chose. Elle répondit. Trey n'entendait pas les mots, mais il voyait à sa posture qu'elle était tendue. Le grand sourit, lui tendit quelque chose, une pièce de monnaie sans doute. Elle la prit, hocha la tête. Les hommes retournèrent au comptoir. Trey attendit encore quelques minutes, puis rentra dans le saloon. Il rejoignit la table de cartes et reprit la partie. Mais toute son attention était désormais fixée sur les deux étrangers au bar. Ils restèrent environ 1 heure. Ils buvaient lentement, discutaient entre eux, jetant parfois un coup d'œil à la salle. Puis ils payèrent et sortirent. Trey attendit 10 minutes, s'excusa à nouveau auprès des joueurs et sortit à son tour. Il regarda rapidement autour de lui, mais les étrangers avaient disparu. Ils étaient probablement allés à l'hôtel ou à la pension. Il retourna au saloon et attendit que Julie ait fini de jouer. Quand elle se prépara à partir, il la suivit discrètement. Il la rattrapa au coin du bâtiment et l'appela à voix basse. « Julie !» Elle se retourna brusquement, la peur dans les yeux. « Ces hommes, dit-il sans préambule, tu les connais ?» Elle hocha la tête, s'enlaçant les bras. Le grand, c'est Silas Wayne, un des hommes de Rollins. Il était avec lui la fois où Rollins m'a retrouvé, il y a 2 ans. Trey sentit un frisson glacial le parcourir. Il t'a reconnu. Je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai changé, mes cheveux sont plus courts. Je m'habille différemment. Et 2 ans ont passé. Mais il me regardait avec trop d'insistance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste demandé une chanson. Il m'a donné un demi-dollar, rien de plus. Trey lui prit la main. Nous devons être prudents. Très prudent. Ne va pas au moulin ce soir. Rentre chez toi, verrouille ta porte. Je resterai dans les parages pour surveiller. Trey, fais ce que je te dis. S'il te plaît. Elle acquiesça. Il la raccompagna jusqu'à chez elle, s'assura qu'elle était bien rentrée. Puis il retourna dans la rue principale et attendit dans l'ombre près du magasin de Palmer. La nuit était silencieuse. La lune brillait projetant des ombres nettes des bâtiments. Quelque part, un chien aboya. Du saloon parvenaient des voix étouffées et le tintement des verres. Trey attendait sans trop savoir quoi. Il sentait simplement que quelque chose n'allait pas, que l'arrivée de ces hommes n'était pas une coïncidence. Vers minuit, le saloon commença à se vider. Les clients rentraient en chez eux par petits groupes. Trey vit sortir Crane et Stokes, discutant entre eux. Puis le barman ferma les portes et partit à son tour. La ville s'endormit. Trey attendit encore 1 heure, puis se dirigea discrètement vers la pension. Mais il n'alla pas se coucher. Il prit son revolver, vérifia qu'il était chargé et retourna dans la rue. Il trouva un endroit dans l'ombre, entre 2 bâtiments, d'où il pouvait surveiller la porte menant aux chambres au-dessus du magasin de Palmer. Si quelqu'un tentait de s'approcher de Julie, il serait prêt. La nuit s'étira lentement. Trey somnolait par intermittence, adossé au mur. Mais le moindre bruit le mettait en alerte. Un chat passa en courant plusieurs fois. Un ivrogne attardé passa en chantonnant. Mais rien d'autre ne se produisit. Quand le ciel commença à pâlir à l'est, Trey se permit de se détendre. La nuit s'était passée sans incident. Peut-être s'était-il inquiété pour rien. Peut-être que ces hommes n'étaient que de passage et n'avaient aucun lien avec Rollins, si ce n'est d'avoir travaillé pour lui autrefois.
Il retourna dans sa chambre, se lava à l'eau froide, se changea. Il descendit pour le petit déjeuner. Madame Olsen, comme toujours, était souriante et bavarde. « Bonjour, monsieur Walker, vous êtes matinal aujourd'hui. »« Je n'ai pas pu dormir, » répondit-il honnêtement. « Je comprends. Ça arrive dans les endroits inconnus. Mais c'est calme ici, ne vous inquiétez pas. » Trey hocha la tête et s'assit pour manger. Pendant son repas, les deux autres pensionnaires descendirent, les étrangers du saloon. Le grand, Silas Wayne, salua Madame Olsen d'un signe de tête polie. Son compagnon s'assit simplement et attendit son assiette. Ils s'installèrent à la table voisine, et Trey se sentit malgré lui se tendre. Madame Olsen leur apporta des œufs au plat et du bacon. Les hommes la remercièrent et se mirent à manger en silence. Trey termina son petit déjeuner et se leva pour partir. C'est alors que Silas se tourna vers lui. « Excusez-moi, l'ami, vous étiez au saloon hier soir, n'est-ce pas? Vous jouiez aux cartes. » « Oui, » répondit Trey, prudent. « Un bon établissement, calme, agréable. Et la pianiste joue plutôt bien. » « Je suis d'accord. Vous êtes à Meadowbrook depuis longtemps? » « Quelques jours. »« Je vois. Les gens d'ici doivent bien la connaître, cette jeune femme. Vous vous souvenez de son nom? » Trey sentit son cœur s'accélérer, mais son visage resta impassible. « Je crois que c'est Jane. Jane Harris. Mais je ne la connais pas, j'ai juste entendu le barman l'appeler comme ça. »« Jane Harris » répéta lentement Silas. « Merci, l'ami. » Trey hocha la tête et quitta la salle à manger. Une fois la porte refermée, il sentit ses mains trembler. Cet homme se doutait de quelque chose. Sa question sur Julie n'était pas anodine. Il fallait la prévenir, immédiatement. Trey trouva Julie près du puits, à côté du magasin de Palmer. Elle remplissait un seau en bois, tout en discutant avec une femme âgée en tablier, qu'il reconnut comme étant Madame Connor, la boulangère. Julie riait de quelque chose que disait la femme, et pendant un instant, Trey l'observa, oubliant son anxiété. C'est ainsi qu'il voulait la voir, calme, heureuse, sans cette peur constante dans les yeux. Mais la réalité était tout autre. Il s'approcha et Julie le remarqua. Son sourire ne disparut pas, mais ses yeux devinrent vigilants. Elle comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. « Bonjour, monsieur Walker, dit-elle formellement, comme il convenait entre personnes qui se connaissaient à peine. « Bonjour, Miss Harris. Madame Connor, dit-il en soulevant son chapeau pour saluer la vieille dame. « Oh, monsieur Walker, s'exclama Madame Connor, radieuse. Comment trouvez-vous notre petite ville? J'espère que Madame Olsen prend bien soin de vous. »« Parfaitement, madame. Pourrais-je parler un instant à Miss Harris? Pour une petite affaire. » Madame Connor eut un sourire entendu. « Bien sûr, bien sûr. J'allais justement partir. Julie, ma chère, passe ce soir chercher du pain. Je t'en mettrai un de côté. Merci, Madame Connor. » La vieille dame s'éloigna, les laissant seuls. Julie posa son seau sur le rebord du puits. Que se passe-t-il? Pas ici. Allons quelque part où nous pourrons parler tranquillement. Elle hocha la tête, prit son seau. Ils longèrent dans la rue, comme s'ils se promenaient, mais Trey sentait la tension dans chacun de ses gestes. Ils tournèrent au coin, passèrent en devant la forge où le marteau battait déjà son plein et se dirigèrent vers la sortie de la ville. Là où les maisons s'arrêtaient et où les champs commençaient, un groupe de peupliers poussait. Ils s'arrêtèrent à leur ombre, et Trey prit enfin la parole. Ces deux-là sont descendus chez Madame Olsen. Ce matin, au petit déjeuner, le grand Silas a commencé à poser des questions. D'abord sur la ville, puis sur le saloon. Et ensuite, il a demandé comment s'appelait la pianiste. Julie pâlit. « Qu'as-tu répondu ? » J'ai dit que j'avais entendu qu'on l'appelait Jane Harris, que je ne la connaissais pas personnellement. Il t'a cru? Je ne sais pas. Il a répété ton nom comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Julie, je crois qu'il a des soupçons. Il n'est peut-être pas sûr à 100%, mais il se doute de quelque chose.
Elle s'enlaça les bras, se détourna. Trey voyait ses épaules trembler. Alors, tout est fini. Je dois partir. Aujourd'hui même. Non. Trey, tu ne comprends pas? Si, je comprends, dit-il en la faisant pivoter vers lui et en lui prenant les épaules. Je comprends que tu t'apprêtes à fuir à nouveau. Mais ça ne changera rien. Il te retrouvera. Dans 1 an, dans 2, peu importe. Rollins ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Alors, que dois-je faire? Demanda-t-elle d'une voix désespérée. M'asseoir et attendre qu'il vienne me chercher? Non. Nous allons nous battre. Mais il faut le faire intelligemment. Elle le regarda comme s'il était devenu fou. Mais, nous battre? Contre les hommes blancs de Rollins. Tu es seul, Trey, et ils sont au moins 2 ici, et qui sait combien d'autres peuvent arriver. C'est pour ça que je dis qu'il faut agir intelligemment. Pour commencer, tu continues à vivre comme si de rien n'était. Tu vas au travail, tu parles aux gens, tu te comportes normalement. Si tu disparais soudainement, cela ne fera que confirmer leurs soupçons. Et s'ils essaient de m'enlever? Ils n'essaieront pas. Pas ici, pas à la vue de tous. Meadowbrook n'est pas le genre de ville où l'on peut enlever une femme en plein jour. Les gens poseront des questions. Le shérif, aussi débonnaire soit-il, devra intervenir. Julie se mordit la lèvre. Il voyait qu'elle réfléchissait à ses paroles. Aimer la nuit. La nuit, il pourrait n'invenir. La nuit, je serai là. Chaque nuit, tant qu'ils seront en ville. Tu ne peux pas rester éveillé toutes les nuits. Si je le peux, et je le ferai. Elle le regarda longuement, ses yeux partagés entre la peur et la gratitude. Pourquoi fais-tu ça, Trey? Pourquoi risques-tu ta vie pour moi? Il la serra contre lui. Parce que je t'aime. Je t'aimais il y a 3 ans, et je t'aime maintenant. Et je n'ai pas l'intention de te perdre à nouveau. Julie enfouit son visage dans sa poitrine, l'enlaçant par la taille. Ils restèrent ainsi sous les peupliers, le vent bruissant dans les feuilles au-dessus de leur tête. « J'ai si peur, » murmura-t-elle. « Pas pour moi, pour toi. S'il t'arrive quelque chose à cause de moi, il ne m'arrivera rien, je te le promets. Tu ne peux pas le promettre. Si je peux, et je te le promets. » Elle releva la tête, le regarda dans les yeux, puis elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre, ni prudent. C'était un baiser de désespoir et d'espoir mêlé. Il y répondit avec la même passion, la tenant si fort qu'il semblait craindre qu'elle ne disparaisse à l'instant même. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous 2 essoufflés. « D'accord » dit Julie d'une voix rauque. « Je reste. Je me comporterai comme si de rien n'était. Mais promets-moi, toi au moins, d'être prudent, de ne rien faire de stupide ou d'héroïque. Je promets d'être prudent, sourit-il. Pour ce qui est de stupide et d'héroïque, je ne garantis rien. Elle eut un petit rire à travers ses larmes. Ton idiot. Les 2 jours suivants se déroulèrent dans une attente tendue. Julie continua de travailler au saloon, Trey de jouer aux cartes et d'écouter les conversations. Silas et son compagnon ne partirent non pas. Ils restaient en ville, et c'était ce qui était le plus inquiétant. Parfois, Trey les voyait dans la rue, discutant entre eux et observant la ville. Parfois, ils entraient dans les magasins, acheter quelque chose. Une fois, il vit Silas parler au shérif. Une longue conversation, à l'issue de laquelle le shérif parut pensif. Le soir, quand Julie jouait du piano, Silas était toujours au saloon. Il s'asseyait dans un coin avec une chope de bière et la regardait. Pas de manière insistante ou intrusive. Il la regardait simplement. Et c'était pire que n'importe quelle menace directe. Trey comprenait qu'ils attendaient. Peut-être une confirmation, peut-être un ordre de Rollins, ou peut-être observait-il simplement, étudiant les habitudes de Julie,
cherchant à savoir où elle vivait, quand elle était seule. La nuit, Trey montait la garde près de sa maison. Il avait trouvé un poste d'observation dans un passage étroit, entre deux bâtiments en face, d'où il pouvait surveiller la porte et les fenêtres. Il restait assis là, enveloppé dans son manteau, son revolver à portée de main. Julie savait qu'il était là. Parfois, la nuit, il voyait une bougie s'allumer à sa fenêtre, pour une trentaine de secondes, puis s'éteindre. C'était leur signal. « Tout va bien, je suis là, ne t'inquiète pas. » La troisième nuit, ce qu'il redoutait se produisit. Il était environ 2 heures du matin. La ville dormait d'un sommeil de plomb. La lune s'était cachée derrière les nuages, plongeant la rue dans une obscurité presque totale. Trey somnolait, adossé au mur, quand un bruit le réveilla en sursaut. Une silhouette se déplaçait le long de la rue, à pas de loup, se tenant dans l'ombre des bâtiments. Trey se tendit, scrutant l'obscurité. C'était le barbu roux, le compagnon de Silas. L'homme s'arrêta en face de la porte menant aux chambres au-dessus du magasin de Palmer. Il regarda autour de lui. Trey se figea, retenant sa respiration. Le barbu s'approcha de la porte, essaya la poignée, verrouillée. Il resta immobile quelques secondes, puis recula, leva la tête vers les fenêtres du deuxième étage. Trey se leva lentement, sortant son revolver. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la rue. Le barbu, décidant apparemment que la porte ne céderait pas sans bruit, fit demi-tour et repartit. Trey le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. Il attendit encore 10 minutes, puis sortit doucement de sa cachette. Il s'approcha de la porte de Julie, frappa doucement, juste assez pour qu'elle l'entende. Quelques secondes plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Julie se tenait sur le seuil en chemise de nuit, les cheveux défaits, une bougie à la main. Ses yeux étaient grands ouverts de peur. Que s'est-il passé? L'un d'eux était là, à l'instant. Il a vérifié si la porte était verrouillée. Elle pâlit, chancela. Trey la soutint. « Hé, tout va bien, il est parti. Je suis là, ils reviendront. Cette nuit ou demain, ils viendront me chercher. Alors tu ne seras pas seul ici. Je monte, je reste avec toi. Trey, c'est un convenant. Si quelqu'un l'apprend, au diable les convenances. Ta vie est plus importante que ta réputation. » Julie hésita une seconde, puis hocha la tête. Elle recula pour le laisser entrer. Ils montèrent l'escalier étroit jusqu'au deuxième étage. La chambre était petite et soignée. Un lit contre le mur, une commode, une petite table, avec une cruche et une bassine. Rien de superflu au mur, juste une croix au-dessus de la tête de lit. Une odeur de lavande et de cire de bougie flottait dans l'air. Julie posa la bougie sur la table et se tourna vers lui. « Désolé, il n'y a qu'une seule chaise. Elle n'est pas très confortable. J'ai dormi plus de nuits en selle que dans un lit. Une chaise, c'est un luxe. » Elle tenta un sourire, mais il fut forcé. Trey voyait qu'elle tremblait, non de froid, mais de peur. Il s'approcha, la serra dans ses bras. « Écoute-moi, tant que je serai en vie, ils ne te toucheront pas. Tu comprends? Il faudra d'abord me passer sur le corps. C'est justement ça qui me fait peur. » Il l'embrassa sur le front, sur la tempe, sur les lèvres, doucement, pour la calmer. « Va te coucher. Essaie de te reposer. Je vais m'asseoir ici et veiller. » Julie regarda le lit, puis lui. « Allonge-toi avec moi, s'il te plaît. Je serai plus tranquille si tu es à côté de moi. » Trey hésita. C'était contraire à toutes les règles de bienséance qu'il connaissait. Mais quand il croisa son regard, plein de peur et de supplication, toutes les conventions s'évanouirent. « D'accord. » Il détacha sa ceinture avec le revolver, l'accrocha au dossier de la chaise pour l'avoir à portée de main. Il retira ses bottes, son gilet. Julie souffla la bougie, et la pièce fut plongée dans l'obscurité. Ils s'allongèrent sur le lit étroit, et Trey la prit dans ses bras. Elle se blottit contre son dos.
et il sentait chaque battement de son cœur. « Dors », lui murmura-t-il à l'oreille. « Je suis là. Il ne se passera rien. » Pendant un long moment, ils restèrent simplement allongés en silence. Trey écoutait sa respiration, sentait la chaleur de son corps. Peu à peu, elle se détendit. Sa respiration devint régulière. Elle s'était endormie. Lui ne dormait pas. Il resta les yeux ouverts, scrutant l'obscurité, à l'écoute du moindre bruit extérieur. Un plancher craqua dans la pièce voisine, où vivait M. Palmer. Un chat passa dans la rue en miaulant plaintivement. Le vent fit bruisser les feuilles de l'arbre sous la fenêtre. Mais personne d'autre ne vint. Quand l'aube commença à poindre, Trey se dégagea doucement de l'étreinte de Julie, en veillant à ne pas la réveiller. Il s'habilla, prit son revolver et descendit sans bruit. La rue T était vide et silencieuse. La ville commençait à peine à s'éveiller. Un coq chanta, un chien aboya. Trey retourna à la pension, entra dans sa chambre. Il se lava, se changea. Il descendit pour le petit déjeuner. À table, Silas et son compagnon étaient déjà là. Quand Trey entra, Silas leva les yeux vers lui et sourit. Un sourire froid et déplaisant. « Bonjour, monsieur Walker. Mal dormi ? J'ai bien dormi. Et vous ? Oh, je dors toujours profondément. Mon partenaire Hank, lui, aime bien se promener la nuit. » Il dit que ça l'aide à réfléchir. Trey s'assit, s'efforçant de garder une expression indifférente. « Je comprends. Chacun ses habitudes. » « Exactement, » dit Silas en buvant son café. « Au fait, vous ne sauriez pas où trouver un bon avocat dans le coin. Nous avons une petite affaire à régler. Une histoire de dette. » « Je ne sais pas. Je suis de passage. » Bien sûr, je me disais juste, au cas où vous auriez entendu quelque chose. Voyez-vous, mon employeur recherche une personne. Une femme qui lui doit une somme coquette. Elle a l'habitude de disparaître, de changer de nom. Mais tôt ou tard, on finit toujours par retrouver ces gens-là. Trey le regarda droit dans les yeux. « Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. »« Oh, merci, mais vous savez, je crois que la chance nous a déjà souri. » Parfois, on cherche quelque chose très loin, alors qu'elle est juste sous notre nez. La tension entre eux était palpable. Madame Olsen, qui apportait que le petit déjeuner, la sentit et se hâta de retourner en cuisine. Trey se leva lentement. « Bon appétit, messieurs !» Il quitta la salle à manger, le cœur battant à tout rompre. Silas savait. Peut-être n'était-il pas sûr à 100%, mais ses soupçons étaient assez forts. Et cette conversation était un avertissement. Ils allaient agir. Très bientôt, il fallait faire quelque chose. Et vite. Le soir, Trey arriva au saloon plus tôt que d'habitude. Julie n'était pas encore là. Elle arrivait généralement une demi-heure avant de commencer. Il commanda un whisky et s'assit à une table dans un coin, d'où il pouvait bien voir l'entrée. Silas et Hank étaient là aussi. Assis au comptoir, ils discutaient avec le barman. Trey écoutait d'une oreille distraite leur conversation. Il se renseignait sur les routes, sur le meilleur chemin pour se rendre à Fort Griffin. Il comptait donc partir. La question était, seul ou avec Julie? Julie arriva à 7 heures précises. Elle portait une robe cerise foncée avec un col en dentelle. Il ne l'avait jamais vue. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, ses joues légèrement rosées. Elle entra, salua le barman d'un signe de tête et se dirigea vers le piano. Elle ne regarda ni Trey ni Silas. Elle s'assit et commença à jouer. La musique était calme, mélodieuse. Trey regardait ses mains glisser sur les touches et pensait à tout ce qu'elles signifiaient pour lui. Ses mains qui l'avaient enlacé la nuit, ses mains qui tremblaient de peur, mais continuaient à jouer, feignant que tout allait bien. Silas la regardait aussi. Trey le vit murmurer quelque chose à Hank, qui hocha la tête. L'heure s'écoula avec une lenteur exaspérante. Julie enchaînait les mélodies. Les clients buvaient,
jouaient aux cartes, discutaient. Une soirée ordinaire dans un saloon ordinaire d'une petite ville. Mais Trey sentait que quelque chose allait se passer. La tension dans l'air était presque palpable. Et puis, vers 9 heures, Silas se leva et se dirigea vers le piano. Il s'arrêta à côté de Julie, attendant qu'elle termine sa mélodie. « Bonsoir, Miss Harris, dit-il assez fort pour que tout le saloon l'entende. Puis-je vous demander de jouer une chanson particulière ?» Julie releva la tête. Son visage était calme. Mais Trey vit ses phalanges blanchir sur le bord de sa robe. Bien sûr, laquelle? Une vieille ballade irlandaise. « Je ne connais pas le titre, mais l'air fait à peu près ça ?» Et il fredonna quelques notes. Trey reconnut immédiatement la mélodie. C'était cette chanson. La chanson que Julie jouait le premier soir où il était venu au saloon. La chanson que seul connaissait. Julie se figea. Silas souriait, la regardant de haut. Un air familier, n'est-ce pas? J'ai entendu une jeune femme la jouer il y a quelques années. Dans une autre ville. Elle avait les cheveux roux, un peu plus longs, c'est vrai. Et elle portait un autre nom. Mais ses mains bougeaient exactement de la même façon. Un silence pesant s'installa dans le saloon. Toutes les conversations cessèrent. Les gens regardaient Silas et Julie, sentant qu'il se passait quelque chose d'important, sans comprendre quoi. Trey se leva lentement. Sa main se porta d'elle-même vers son revolver. Julie releva la tête et regarda Silas droit dans les yeux. « Jean-François, je crains que vous ne fassiez erreur, monsieur. Je ne vois pas de quelle jeune femme vous parlez, mais je connais effectivement cette mélodie. » Et elle se mit à jouer. La mélodie emplit le saloon, cette même ballade irlandaise, à la fois triste et tendre. Les doigts de Julie glissèrent avec assurance sur les touches, bien que Trey vit la tension dans ses épaules. Silas resta près du piano, sans la quitter des yeux. Un sourire ne quittait pas son visage, mais il n'avait rien de bienveillant. Au comptoir, Hank observait également la scène, la main posée sur sa ceinture, près de son étui. Trey contourna lentement sa table, se rapprochant. Quelques clients, sentant la tension, commencèrent à se diriger discrètement vers la sortie. Le barman resta figé, une bouteille à la main, ne comprenant pas ce qui se passait mais sentant le danger. Julie joua la mélodie jusqu'au bout. La dernière note s'évanouit dans l'air. Elle retira ses mains du clavier et les posa sur ses genoux, le regard droit devant elle. « Une belle chanson, » dit Silas à voix basse. « Vraiment belle, n'est-ce pas? Dommage que peu de gens s'en souviennent. Quelle coïncidence de rencontrer quelqu'un qui la connaît, surtout ici, dans une si petite ville, loin de la civilisation. Ma mère l'a apprise de sa grand-mère, » répondit Julie d'une voix égale. Elle était originaire d'Irlande. Cette mélodie se transmet dans notre famille. Je vois. Et votre mère, par hasard, ne connaissait-elle pas un homme du nom de Dexter Rollins? À la mention de ce nom, Julie tressaillit, très légèrement, à peine perceptiblement, mais Trey le vit, et Silas aussi. « Je ne connais pas cet homme, répondit-elle. Étrange. Parce que M. Rollins se souvient très bien de votre mère. Et de vous. Surtout de vous, Miss Farrell. » Le silence dans le saloon devint absolu. Même les parties de cartes s'étaient arrêtées. Tout le monde regardait Silas et Julie. Trey fit un pas de plus. Il se tenait maintenant à quelques pieds d'eux. Sa main reposait sur la crosse de son revolver. « Il me semble que cette dame a dit que vous faisiez erreur, » dit-il à voix basse, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Silas se tourna lentement vers lui. Ses yeux gris et froids jaugèrent la silhouette de Trey. « Ah, Monsieur Walker, c'était bien aimable à vous de prendre la défense d'une dame, mais cela ne vous regarde pas. Quand un homme importune une femme en public, cela regarde tout honnête homme.
Importé? Sourit Silas. J'ai simplement demandé une chanson. Et j'ai engagé une conversation polie. La conversation est terminée, dit Trey en faisant un pas de plus, se plaçant entre Silas et Julie. Cette dame travaille. Si vous n'avez pas d'autres chansons à demander, je vous suggère de retourner à votre table. Silas le fixa longuement. Puis il reporta son regard sur Julie, toujours assise au piano, pâle comme un linge. Vous savez, monsieur Walker, il me semble que vous vous intéressez un peu trop à Miss Harris, pour quelqu'un qui n'est que de passage. Presque comme si vous la connaissiez. Peut-être même depuis longtemps. Peut-être que je n'aime simplement pas voir les forces s'en prendre aux faibles. C'est noble, mais imprudent. Surtout quand on ne connaît pas toute l'histoire. Alors, racontez-la. Ici, devant tout le monde. Quelle est votre histoire avec cette femme? Silas eut un sourire plus large. Je crains que ce ne soit une affaire privée entre M. Rollins et certaines personnes. Une affaire liée à une dette non remboursée. Une dette importante. S'il s'agit d'une dette légale, il y a des tribunaux. Il y a la loi. Oh, la loi, bien sûr. Mais voyez-vous, parfois, les gens préfèrent régler leurs affaires sans formalité inutile. C'est plus rapide et plus simple pour tout le monde. Trey sentit Julie se lever derrière lui. Elle posa doucement une main sur son épaule, non pour le retenir, mais juste pour le toucher. Un geste qui était à la fois un remerciement et une prière d'être prudent. « Je crois que cette conversation est allée trop loin », intervint le barman se décidant enfin. « Messieurs, si vous avez des comptes à régler, je vous prie de le faire en dehors de mon établissement. » Un conseil avisé, acquiesça Silas. Nous allions justement partir. N'est-ce pas, Hank? Hank se détacha du comptoir et rejoignit son partenaire. Ils se tenaient maintenant tous les deux face à Trey, et bien que personne n'ait sorti son arme, il était clair pour tout le monde qu'un seul faux mouvement déclencherait une fusillade. « Au revoir, Miss Farrell » dit Silas en soulevant son chapeau. « Passez le bonjour à Monsieur Rollins. Il sera ravi d'apprendre que vous êtes en bonne santé et retrouvés. Je pense qu'il voudra venir lui-même discuter de toutes les questions en suspens. » Il se retourna et se dirigea vers la sortie. Hank le suivit. Trey ne bougea pas tant que les portes battantes ne se furent un pas refermées derrière eux. Dès qu'ils eurent disparu, le saloon s'anima d'un coup. Questions, suppositions, bribes de théorie fusaient dans l'air. Le barman s'approcha de Julie. « Miss Jane, ça va? Qu'est-ce que c'est que c'était que ça ?» Julie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Trey se tourna vers elle. Elle se tenait au piano, et il voyait que ses jambes la soutenaient à peine. « Elle a besoin d'air, » dit-il au barman. « Je peux la faire sortir un instant. »« Bien sûr, bien sûr. » La pauvre enfant est toute pâle. Trey prit Julie par le bras et la conduisit vers la sortie de service du saloon qui donnait sur une ruelle étroite. Il y faisait sombre et calme. Seules des voix lointaines parvenaient de la rue principale. Dès que la porte se referma, Julie s'adossa au mur et se cacha le visage dans les mains. Ses épaules se mirent à trembler. « Tout est fini », murmura-t-elle à travers ses doigts. « Il sait. Rollins saura où je suis. Il viendra lui-même ou enverra plus d'hommes. Je suis perdu. » Trey la serra contre lui. « Non, ce n'est pas fini. On trouvera une solution. » « Laquelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu l'as entendu. Il va prévenir Rollins. Il viendra et on l'accueillera. Pas comme une victime et son poursuivant, mais d'égal à égal. Elle leva vers lui des yeux pleins de larmes. Nous ne sommes pas égaux. Il a l'argent, le pouvoir, les hommes. Nous n'avons rien. Nous avons la vérité, et les gens de cette ville.
Ils te connaissent depuis 1 an, ils ont vu qui tu es. Tu crois qu'ils te laisseront simplement l'emmener? Ils ne prendront pas de risque pour une étrangère, qui leur a même caché son vrai nom. Tu n'en sais rien. Julie secoua la tête. Il faut partir. Ce soir. Avant que Silas n'envoie un message à Rollins. J'ai un peu d'argent. Je vais rassembler le nécessaire. Non, dit Trey en lui prenant le visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Assez de fuir, Julie. Assez de te cacher et de changer de nom. Ce n'est pas une vie. C'est une existence dans la peur constante. Au moins, je suis en vie. Mais tu ne vis pas. Pas vraiment. Tu regardes toujours par-dessus ton épaule. Tu as peur de t'attacher à un lieu ou à des gens. Ça ne peut pas durer éternellement. Elle le fixa longuement, et il vit la lutte dans ses yeux. La peur contre l'espoir. Le désir de fuir contre le désir de rester. « Que proposes-tu » demanda-t-elle enfin. « D'aller nous-mêmes voir Rollins, demain matin. » Avant qu'il ne vienne ici, c'est de la folie, peut-être. Mais réfléchis. Si nous allons à lui, sur son territoire, cela montrera que nous n'avons pas peur, que nous sommes prêts à parler. Il y a peut-être un moyen de régler cette dette. La rembourser, négocier un échéancier, n'importe quoi. Tu ne connais pas Rawlins. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du fait que je me suis enfui, que j'ai osé lui désobéir. Pour lui, c'est une question d'honneur. Alors on fera appel à la loi. Le shérif de Fort Griffin est peut-être dans sa poche, mais il y a des marshals, des autorités fédérales. La servitude pour dette est illégale. Julie eut un sourire amer. La loi c'était pour ceux qui ont l'argent pour des avocats et de l'influence. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Trey se tut. Il savait qu'elle avait raison. Le Far West était cruel pour ceux qui n'avaient pas de protection. Mais il devait y avoir une issue. « D'accord » dit-il enfin. « Alors voilà ce qu'on va faire. Demain matin, j'irai à Fort Griffin. Seul. Je prendrai la température. Je parlerai à Rawlins. J'essaierai de comprendre ce qu'il veut vraiment. Il te tuera. Non. Pas tout de suite, en tout cas. Je ne suis pas la personne qu'il cherche. Je suis juste un intermédiaire qui essaie de résoudre la situation. Et s'il décide de t'utiliser comme moyen de pression, s'il te capture et dit qu'il ne te relâchera que si je viens moi-même. Trey n'y avait pas pensé. Mais même ainsi, cela leur donnait du temps. Alors ne viens pas. Promets-moi que tu ne viendras pas, quoi qu'il arrive. Trey, promets-le seul. Si quelque chose tourne mal, si je ne suis pas de retour dans 3 jours, pars. Prends la diligence et pars aussi loin que tu le pourras. Et cette fois, ne te retourne pas. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Je ne peux tout simplement pas. Et il vaut mieux fuir ensemble maintenant, pendant qu'il est encore temps. On ne peut pas fuir ensemble, Julie. Ils chercheront un couple. Ils nous trouveront plus vite. Mais si tu es seul, tu as plus de chance. Et je n'ai pas besoin de chance sans toi. Il l'embrassa longuement, désespérément, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Elle y répondit avec la même passion, s'agrippant à lui comme s'il était que le dernier rocher dans un océan déchaîné. Quand ils se séparèrent, ils étaient nés tous deux essoufflés. « Je reviendrai » murmura Trey. « Je te le promets. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois continuer à vivre. » Tu m'entends? Tu dois être heureuse. Trouver un endroit où tu seras en sécurité. Peut-être rencontrer un homme bien qui t'aimera comme tu le mérites. Ne dis pas ça, dit-elle, en enfouissant son visage dans sa poitrine. Ne parle pas comme si tu faisais tes adieux. Je ne fais pas mes adieux. Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, ces jours avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Tu as été et tu restes la seule femme que j'ai jamais aimée.
Ils restèrent dans la ruelle sombre, enlacés, et le monde autour d'eux cessa d'exister. Il n'y avait que d'eux, la chaleur de leur corps, le battement de leur cœur à l'unisson. Finalement, Julie s'écarta. « Si tu y vas, alors j'y vais avec toi. » « Julie, non, écoute-moi maintenant. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision pour nous deux. J'ai fui sans te donner ton mot à dire. Je pensais te protéger. Mais tout ce que j'ai fait, c'est nous faire du mal à tous les deux. Je ne referai pas cette erreur. Nous sommes là-dedans ensemble. Si tu vas voir Rollins, j'y vais aussi. C'est dangereux, je sais. Mais fuir est aussi dangereux. Se cacher est dangereux. Vivre dans la peur chaque jour est dangereux. Au moins, de cette façon, je contrôlerai la situation. Je le regarderai moi-même dans les yeux, et je lui dirai que je n'ai pas peur. Trey vit la détermination dans son regard. Il connaissait ce regard. Quand Julie prenait une décision, il était impossible de la faire changer d'avis. « D'accord, dit-il enfin. Alors on y va ensemble. Mais au premier signe de danger, tu fais ce que je te dis. Sans discuter, sans poser de questions. D'accord ? D'accord. » Ils retournèrent au saloon par la porte de service. Julie se lava le visage avec l'eau de la cruche, arrangea sa coiffure. Quand elle réapparut dans la salle, son visage était calme et maîtrisé, bien que Trey sût quelle tempête faisait rage en elle. Les clients l'assaillirent de questions. Qui étaient ces hommes? Que lui voulait-il? Était-il vrai qu'elle ne s'appelait pas Jane Harris? Julie répondit d'une voix basse mais ferme. « J'ai eu un passé difficile. Il y a un homme qui estime que je lui dois quelque chose. Mais c'est mon affaire, et je la réglerai moi-même. Je vous prie de m'excuser pour la scène qui a eu lieu ici ce soir. » Le barman, un gros homme jovial nommé Walter, secoua la tête. « Miss Jane, ou quel que soit votre vrai nom, vous êtes une bonne personne. Vous travaillez pour moi depuis 1 an et il n'y a jamais eu de problème. Si vous avez besoin d'aide, les gens de cette ville ne vous laisseront pas tomber. » Plusieurs hommes aux tables hochèrent la tête en signe d'approbation. « Merci, dit Julie, la voix brisée par la gratitude. Merci à vous. Mais c'est mon combat, et je dois le mener seule. » Elle s'assit au piano et recommença à jouer. Cette fois, une mélodie joyeuse et entraînante, souvent jouée lors des fêtes. Peu à peu, l'atmosphère du saloon se détendit. Les gens retournèrent à leurs conversations et à leurs cartes, bien qu'ils jettent encore de temps en temps des regards inquiets vers le piano. Trey finit son whisky, depuis longtemps refroidi, et sortit. La nuit était fraîche, les étoiles brillantes. Il arpenta la rue principale, réfléchissant à la journée du lendemain. Fort Griffin. 2 jours de cheval vers le nord. La ville où régnait Dexter Rollins. Ils allaient droit dans la gueule du loup. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Tôt ou tard, cette confrontation devait avoir lieu. Mieux valait que ce soit à leurs conditions, quand ils étaient prêts, plutôt que lorsque Rollins les prendrait par surprise. Il retourna à la pension, monta dans sa chambre. Il vérifia son revolver, le nettoya, s'assura que les cartouches étaient en ordre. Il rangea dans ses sacoches de sel le nécessaire pour le voyage. Une chemise de rechange, des munitions, de la viande séchée, une gourde d'eau saillia. Puis il s'allongea sur le lit et tenta de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, imaginant des dizaines de scénarios pour le lendemain. La plupart se terminaient mal. Vers 2 heures du matin, il entendit frapper doucement à sa fenêtre. Il s'approcha, ouvrit. Sous la fenêtre se tenait Julie, enveloppée dans un manteau sombre. Il ouvrit la porte, la laissa entrer. Elle entra, retira son manteau. En dessous, elle portait que la même chemise de nuit que la nuit précédente. « Je ne pouvais pas dormir, » expliqua-t-elle simplement. Je n'arrêtais pas de penser à demain. Moi non plus. Ils s'allongèrent sur le lit étroit, enlacés. Trey lui caressait les cheveux, respirant l'odeur de lavande.
Tu sais à quoi je pensais » murmura Julie dans le noir. « Je me disais que si on pouvait remonter le temps, je ferais tout différemment. Je t'aurais dit la vérité tout de suite. On aurait décidé ensemble quoi faire. Peut-être que tout serait différent maintenant. Peut-être. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement essayer de réparer l'avenir. Et si ça ne marche pas? Si demain tout tourne mal? » Trey tourna son visage vers lui, l'embrassa sur le front. « Alors au moins, on aura essayé. Ensemble. C'est déjà plus qu'il y a 3 ans. » Elle se serra plus fort contre lui. « Je t'aime, Trey Walker. » J'aurais probablement dû le dire plus tôt. Le dire il y a 3 ans, avant de partir. Mais j'avais peur que si je le disais, je ne pourrais plus partir. Je t'aime aussi, je t'ai toujours aimé. Depuis ce soir où tu as accepté de danser avec moi dans la grange du vieux Jackson. Ils restèrent dans le noir, se tenant l'un à l'autre, et le temps sembla s'arrêter. Dehors, la nuit cédait lentement la place à l'aube. Un coq chanta, la ville commençait à s'éveiller. « Il faut qu'on se prépare », dit enfin Trey. « Plus tôt on partira, mieux ce sera. » Julie hocha la tête. Elle se leva, remit son manteau. « Je reviens dans 1 heure, avec mes affaires. Ne prends que le strict nécessaire. On doit voyager léger. » Elle s'attarda près de la porte, se retourna. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, merci. De ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir retrouvé, de m'aimer. Toujours, » répondit-il simplement. Elle partit aussi silencieusement qu'elle était venue. Trey resta seul dans la pièce qui s'assombrissait, se préparant pour le jour le plus important de sa vie. L'aube les y trouva sur la route. Trey et Julie avaient bien quitté Meadowbrook dans la pénombre matinale, alors que la ville dormait encore. Seule Madame Olsen les avait vus partir. Elle s'était levée tôt, comme toujours, et avait tendu silencieusement à Trey un baluchon de nourriture pour la route. Ses yeux en disaient plus que des mots. « Soyez prudents, revenez vivants. » Julie montait une jument baie que leur avait prêtée Ralph Good, le propriétaire de l'écurie. Quand Trey était allé le voir avant l'aube, le vieil homme l'avait longuement regardé, puis avait simplement hoché la tête et sorti le cheval de son box. Il n'avait pas voulu d'argent. « Tu me la ramèneras quand tu reviendras, » avait-il seulement dit. « Et prends soin de la fille, c'est une bonne fille. » Elle ne mérite pas d'ennui. Les premières heures, ils chevauchèrent en silence. La route vers le nord s'enfonçait dans des collines couvertes de genévriers et de chênes nains. L'air était frais et vivifiant, sentant l'armoise et la rosée du matin. Le soleil se levait lentement à l'horizon, colorant les nuages de rose et d'or. De temps en temps, Trey jetait un coup d'œil en arrière. Personne. Silas et Hank dormaient probablement encore, ou ne jugeaient pas nécessaire de les suivre. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils savaient donc très bien où Trey et Julie se rendaient. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour abreuver les chevaux. Julie descendit, dégourdit ses jambes, endolorie. Elle portait un pantalon de voyage et une chemise d'homme, une tenue pratique pour un long trajet. Ses cheveux étaient cachés sous un chapeau à large bord. « Comment ça va ?» demanda Trey en lui tendant une gourde d'osso. « Oh, ça va. Ça fait juste longtemps que je n'ai pas fait un si long trajet. » Elle but, lui rendit la gourde. Elle s'assit sur une pierre plate au bord de l'Ohio, regardant son reflet dans le ruisseau. « Trey, et si Rawlins ne veut même pas nous parler? S'il ordonne simplement de me capturer dès notre arrivée, alors on se battra. Mais je ne pense pas qu'il fera ça. Rawlins est un joueur. Il aime les jeux, les ruses, la psychologie. Il sera curieux d'entendre ce que nous avons à dire. » Putain. Et bien optimiste pour un homme que tu n'as jamais vu. Peut-être. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de croire qu'il lui reste un peu d'humanité. Julie eut un sourire triste.
Si tu le connaissais comme moi, mais peut-être que c'est mieux ainsi. L'un de nous deux doit garder espoir. Ils reprirent la route. Le chemin serpentait entre les collines, descendant parfois dans de petites vallées, où coulaient des ruisseaux et poussaient des peupliers. Ils croisaient rarement quelqu'un. Quelques fermiers en charrette, un cavalier solitaire, un convoi de marchandises se dirigeant vers le sud. Le soir, ils atteignirent un petit relais de poste, un bâtiment isolé au milieu de la prairie, où les voyageurs pouvaient bientôt passer la nuit et changer de chevaux. Le propriétaire, un homme maigre avec des moustaches jusqu'au menton, leur montra silencieusement une chambre à l'étage. Une seule pour deux. Il n'y en avait pas d'autre. « Je peux dormir à l'écurie », proposa Trey. « Non », secoua la tête Julie. « Après-demain, toutes les conventions n'auront plus d'importance, d'une manière ou d'une autre. » Ils dînèrent en bas, un repas simple de haricots en daube avec du bacon et du pain rassis. Puis ils montèrent dans leur chambre. Il y avait un grand lit, une commode et une chaise. La fenêtre donnait à l'ouest, où le soleil couchant embrasait le ciel. Julie s'approcha de la fenêtre, regardant le ciel pourpre. Trey se plaça à côté d'elle, lui passant d'un bras autour des épaules. « C'est beau, dit-elle doucement. Parfois, je me dis que si tout avait été différent, on aurait pu simplement partir vers l'ouest, toujours plus loin, jusqu'à l'océan. Commencer une nouvelle vie là-bas, où personne ne nous connaît. Il n'est pas trop tard. On peut faire demi-tour maintenant. » Elle secoua la tête. « Non, tu avais raison. On ne peut pas fuir éternellement. Tôt ou tard, il faut s'arrêter et affronter ses peurs. » Ils s'allongèrent sur le lit, tout habillés. Ils restèrent dans le noir, écoutant les bruits de la nuit. Le chant des grillons, le hurlement. Le hurlement lointain d'un coyote, le ronflement d'un autre pensionnaire dans la chambre voisine. « Parle-moi de lui » demanda Trey. « De Rollins. Comment est-il vraiment ?» Julie réfléchit un instant. « Il a environ 50 ans, grand, mince, toujours tiré à 4 épingles. Costume cher, boutons de manchette en or. Une bague avec un diamant ? Ses cheveux gris sont coiffés en arrière. Sa voix est douce, insinuante. Il ne crie jamais, ne perd jamais son sang-froid. Même quand il menace, il le fait calmement, presque affectueusement. Est-il dangereux ? Très. Mais pas parce qu'il sait se battre lui-même. Il a des hommes là pour ça. Il est dangereux par son intelligence. Il a toujours 3 coups d'avance. Il connaît les faiblesses des gens et les utilise. Mon père a dit un jour que Rollins aurait pu devenir un grand politicien ou un homme d'affaires s'il était né ailleurs. Mais il a choisi les cartes et le pouvoir dans l'ombre de la loi. Et la dette ? Combien ton père devait-il réellement ? 5 000 $, une somme énorme. Mon père l'a perdu en une seule nuit. Je ne comprends toujours pas comment il a pu être aussi stupide. Il savait que Rollins était un tricheur, que jouer avec lui était un suicide. Mais il était ivre, sûr de lui, il pensait être plus malin que tout le monde. 5 000 ? Siffla Trey. Je n'ai pas une telle somme. Loin de là. Moi non plus. C'est pour ça que Rollins a proposé un autre mode de paiement. Trey sentit ses poings se serrer. Julie posa une main sur sa poitrine pour le calmer. Mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je me suis enfui. Et maintenant, la dette a probablement augmenté avec les intérêts, les frais de recherche. Peut-être 10 000 $ maintenant. De l'argent que ni l'un ni l'autre n'avons. Exactement. Ils se turent. Trey comprenait qu'ils se dirigeaient vers une rencontre dont l'issue était imprévisible. Mais au moins, ils y allaient ensemble. Julie ? Oui ? Et quoi qu'il arrive demain, sache que je ne regrette rien. Pas un seul jour passé avec toi. Elle se tourna vers lui, et même dans le noir, il vit ses yeux briller.
Moi non plus. Je ne regrette rien. Même si tout se termine mal demain, ces jours avec toi ont été les meilleurs de ma vie. » Ils s'embrassèrent longuement, tendrement, comme pour se graver l'un dans l'autre. Puis, ils restèrent sans le girouer, simplement enlacés, jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Fort Griffin les accueillit dans le bruit et l'agitation. La ville était bien plus grande que Meadowbrook, avec plusieurs rues bordées de bâtiments solides, des saloons à chaque coin, des magasins, des hôtels et même une banque. Les rues grouillaient de monde. Cowboys, marchands, mineurs, femmes en robes colorées invitant les clients dans les dancings. Ils entrèrent dans la ville vers midi le deuxième jour. Les chevaux étaient fatigués, eux aussi, mais il ne fallait pas tarder. « Où peut-on le trouver ?» demanda Trey. « Il a un saloon sur la rue principale. Il s'appelle Yakout 3 South. Il y passe généralement ses journées, jouant aux cartes dans une salle privée au deuxième étage. Ils trouvèrent le saloon sans difficulté. C'était le plus grand et le plus riche établissement de la ville. Un bâtiment de 3 étages en briques rouges, avec une enseigne dorée. 2 gardes en costume noir se tenaient à l'entrée. Trey et Julie descendirent, attachèrent leurs chevaux. L'un des gardes s'avança. « Laissez vos armes dehors. » Trey hésita, mais Julie dit doucement, « Fais ce qu'il dit. Ici, ce sont ses règles. » Trey détacha sa ceinture avec son revolver et l'accrocha à sa selle. Julie retira également un petit derringer qu'elle portait dans la poche de sa jupe. Elle avait eu le temps de se changer le matin pour une robe simple mais décente, couleur blé mûr. Le garde hocha la tête et leur ouvrit la porte. L'intérieur était frais et sombre. Un comptoir massif en acajou, des miroirs aux murs, des lustres en cristal. Aux tables, des hommes bien habillés jouaient aux cartes en fumant des cigares et de luxe. Quelques femmes en robe de soie se promenaient entre les tables, servant des boissons. Le barman, un homme élégant en chemise blanche impeccable et gilet noir, leva les yeux. « Puis-je vous aider ?»« Nous devons voir Monsieur Rollins, » dit très fermement. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais il voudra nous voir. Dites-lui que Julie Farrell est là. » Le barman perdit un instant son calme. Ses yeux s'écarquillèrent, glissant sur Julie. Puis, il hocha la tête. « Attendez ici. » Il disparut derrière une porte au fond de la salle. Trey et Julie restèrent debout au milieu du saloon. Quelques joueurs se retournèrent, les dévisageant avec curiosité. Julie se tenait droite, le menton haut, mais Trey voyait ses mains trembler. Quelques minutes plus tard, le barman revint. « Monsieur, Rollins vous recevra. Deuxième étage, d'un étage, dernière porte à droite. » Ils montèrent un large escalier aux rampes de bois poli. Le couloir du deuxième étage était à être recouvert d'un épais tapis, des tableaux encadrés ornant les murs. Au bout du couloir se trouvait une porte massive en chêne foncé. Trey frappa. De l'intérieur, une voix douce, presque musicale, répondit. « Entrez. » Ils entrèrent. La pièce était luxueusement meublée. Fauteuils en velours, table de jeu recouverte de feutre vert, bibliothèque, un bar avec des carafes en cristal. Près de la fenêtre, un homme leur tournait le dos, regardant la rue. Dexter Rollins était exactement comme Julie l'avait décrit. Grand, mince, dans un costume gris impeccable. Cheveux gris, mains soignées, avec une bague à l'annulaire. Il se retourna lentement et Trey vit son visage. Trait fin, yeux gris perçants, lèvres minces, esquissant un sourire. « Julie, ma chère, » dit doucement Rollins, « comme je suis heureux de te revoir. »« 3 ans? Ou plus ?»« 3 ans et 4 mois, » répondit Julie. Sa voix tremblait, mais elle gardait sa dignité. Une précision louable. « Et lui, je suppose, est ton protecteur ?» dit Rollins en se tournant vers Trey. « Silas m'a parlé de toi ?»« Trey Walker, c'est bien ça. »« Oh, c'est bien ça. Asseyez-vous, je vous en prie.
Prendrez-vous quelque chose? J'ai un excellent bourbon du Kentucky. Nous ne sommes pas venus pour ça, dit Trey. Je comprends, mais il est toujours plus agréable de discuter avec un verre à la main, moins formel, vous ne trouvez pas? Sans attendre de réponse, Rollins versa 3 verres. Il en posa 2 devant eux et s'assit dans un fauteuil en face. Il but une petite gorgée, les jaugeant du regard. Alors, commença-t-il enfin, « Tu es venu de toi-même. Je dois admettre que c'est courageux. Stupide, mais courageux. Je t'ai cherché pendant 3 ans, Julie. J'ai dépensé de l'argent, du temps, des hommes. Et te voilà, tu te présentes toi-même chez moi. Je suis venu pour parler, dit Julie, pour trouver une solution. Une solution, sourit Rollins. La solution est très simple, ma chère. Ton père me devait 5 000 $. Il est mort sans rembourser sa dette. Selon la loi de l'Ouest, la dette passe aux héritiers. Oh, ça, c'est héritier. C'est-à-dire à toi. La servitude pour dette est illégale, intervint Trey. Oh, bien sûr qu'elle est illégale. D'un point de vue formel. Mais voyez-vous, monsieur Walker, nous sommes loin des grandes villes et des tribunaux fédéraux. Ici, d'autres lois s'appliquent. Les lois de l'honneur, des traditions, des accords personnels. Vous voulez dire la loi du plus fort, dit Trey, sentant la colère monter en lui. Si vous préférez. L'essentiel ne change pas. Julie me doit quelque chose, et j'ai l'intention de l'obtenir. Julie se pencha en avant. Très bien. Parlons d'argent. Combien je vous dois? Avec les intérêts, toutes les dépenses. Rollins réfléchit, se frottant le menton. La dette initiale est de 5 000. Les intérêts sur 3 ans, disons 30% par an, ça fait 4 500. Les frais de recherche, 2 000 de plus. Ce qui fait un total de 11 500 $. Une somme rondelette, tu en conviendras. Je n'ai pas cet argent. Je sais. C'est pourquoi je proposais une alternative. Tu travailles pour moi. Ici, dans mes établissements. Tu joues du piano, tu divertis les invités. Pendant, disons, 5 ans, ce sera suffisant pour couvrir la dette. 5 ans d'esclavage. 5 ans de travail honnête avec le gîte et le couvert. Beaucoup de femmes rêveraient de telles conditions. Trey se leva, n'y tenant plus. Elle n'est pas une marchandise que l'on peut acheter et vendre. Rollins le foudroya du regard. Asseyez-vous, monsieur Walker. Vous êtes ici par ma grâce. Ne l'oubliez pas. Un mot de ma part, et mes hommes vous feront sortir d'ici sans ménagement. Essayez. Trey, s'il te plaît, dit Julie en lui prenant que la main. Assieds-toi. Il se rassit, mais chaque muscle de son corps était tendu, prêt au combat. Julie se tourna vers Rollins. Et si je vous proposais autre chose? Pas de l'argent, pas du travail. Quelque chose qui pourrait avoir plus de valeur pour un os. De votre position. Rollins haussa un sourcil. Tu piques chez ma curiosité. Je t'écoute. Les instances sont là. Des informations. Sur les gens qui vous ont trompé. Sur ceux qui vous doivent encore de l'argent, mais se cachent. Mon père a été joueur pendant plus de 20 ans. Il connaissait tout le monde dans ce milieu. Il tenait des registres, des noms, des habitudes, des faiblesses. Ces registres, je les ai. Trey la regarda surpris. Elle n'avait jamais mentionné de registre. Rollins lui aussi était intéressé. Trey le vit à la façon dont son expression changea. Continue. Le journal de mon père. 20 ans d'observation. Qui triche et comment? Qui est enclin au risque? Qui a de l'argent mais fait semblant d'être pauvre? Itinéraire, ville, relations. Pour un homme de votre métier, c'est une mine d'or. Et pourquoi devrais-je croire qu'un tel journal existe? Julie fouilla dans le sac qu'elle avait apporté.
Elle en sortit un petit carnet usé, à la couverture de cuir. Elle le tendit à Rollins. Il le prit, feuilleta quelques pages. Trey vit ses yeux parcourir les lignes. Son expression passait du scepticisme à l'intérêt. « Curieux, dit enfin Rollins, très curieux. Il y a effectivement des informations précieuses ici, mais ce n'est qu'un seul carnet. Tu as parlé de journaux au pluriel. Ah, c'est le premier de 5. Les autres sont en lieu sûr. Si nous nous mettons d'accord, vous les aurez tous. » Rollins se renversa dans son fauteuil, tapotant pensivement l'accoudoir. « Une proposition intéressante. Mais comment puis-je être sûr que tu ne me trompes pas? Que tu me donneras tous les journaux et que tu n'en feras pas de copie? Je vous donne ma parole. La parole d'une fugitive qui s'est cachée pendant 3 ans, sourit Rollins. Désolé, ma chère, mais ça ne suffit pas. Trey intervint. Alors prenez ma parole. Je me porte garant pour elle. Si elle vous trompe, je la retrouverai moi-même et je la ramènerai. Rollins le regarda avec intérêt. Tu es prêt à mettre ton honneur en jeu pour elle? C'est touchant, monsieur Walker, mais j'ai besoin de garanties plus solides. Lesquelles? Restez à Fort Griffin, tous les deux, pendant 1 mois. Julie travaille pour moi, joue du piano, montre sa bonne volonté. Pendant ce temps, j'étudie les journaux, je vérifie les informations. Si tout s'avère vrai, la dette est considérée comme remboursée, et vous êtes libre. Si c'est une tromperie, eh bien, les conditions se durciront. Julie et Trey échangèrent un regard. 1 mois dans la ville de Rollins, pratiquement sous son contrôle. C'était risqué, mais il n'y est. Il n'y avait pas d'autre issue. « Nous avons une condition, dit Julie. Nous vivons ensemble. Dans un hôtel ordinaire, pas dans vos propriétés. » Et rien d'autre que jouer du piano. Rollins hocha la tête. « D'accord, je ne suis pas un barbare, Julie. J'ai besoin d'argent et d'informations, pas d'esclaves. Travaille honnêtement pendant 1 mois, donne-moi les journaux et nous serons quittes. » Il tendit la main. Julie, après une hésitation, la serra. Puis Rollins tendit la main à Trey. La poignée de main était ferme, froide. « Bienvenue à Fort Griffin, » dit Rollins. « J'espère que votre séjour ici sera productif. » Le mois à Fort Griffin s'écoula lentement, mais sans incident majeur. Julie jouait du piano offert à cheval d'or tous les soirs. Trey trouva du travail dans un ranch local. Il avait besoin de s'occuper, et l'argent n'était pas de trop. Le soir, il venait au saloon, s'asseyait à une table dans un coin, et l'écoutait jouer. Parfois, leurs regards se croisaient à travers la salle, et à ces moments-là, le monde entier se réduisait à eux deux. Rollins tint parole. Personne ne toucha à Julie, personne n'exigea d'elle autre chose que de la musique. Elle lui remit les autres journaux, qu'elle était allée chercher dans une cachette à Meadowbrook, accompagnée de Trey, et sous la surveillance des hommes de Rollins. Trey voyait Rollins étudier les notes. Son visage s'illuminait d'excitation à la vue d'une information particulièrement précieuse. Le vieil homme avait vraiment obtenu ce qu'il voulait. 3 semaines plus tard, Rollins les convoqua à nouveau dans son bureau. « Les informations ont été vérifiées, dit-il. La plupart se sont avérées exactes et extrêmement utiles. J'en ai déjà utilisé certaines, et les résultats ont dépassé mes attentes. Je suis donc prête à déclarer la dette remboursée avant terme. » Julie n'en croyait pas ses oreilles. « Vraiment? Vraiment? Tu es libre, Julie. Tu peux aller où tu veux. Je ne te chercherai plus. Pourquoi? Pourquoi nous laissez-vous partir si facilement? » Rollins haussa les épaules. « Et parce que tu m'as donné quelque chose de plus précieux que ton travail dans mon saloon. Et parce que... » Il marqua une pause. « Je ne suis pas aussi insensible que tu le penses. Ton père était un homme bien, malgré ses défauts. Il m'a sauvé la vie une fois, il y a de nombreuses années. Je ne l'ai pas oublié. Considère que nous sommes quittes pour son geste et pour ta liberté. » Julie ne put retenir ses larmes. Trey la serra contre lui. « Merci, dit-il à Rollins. Ne me remerciez pas. Vivez bien, c'est tout, et ne revenez pas ici.
la prochaine fois, je pourrai ne pas être aussi magnanime. » Et ils sortirent du saloon sous un soleil éclatant. Fort Griffin bourdonnait autour d'eux. Mais pour eux, ce bruit était la musique de la liberté. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Julie en regardant Trey. « Où tu voudras. Le monde est vaste. On peut retourner à Meadowbrook, partir en Californie, trouver un coin tranquille et s'y installer. L'important, c'est qu'on soit ensemble. » Elle sourit, son premier sourire vraiment heureux depuis longtemps. « Tu sais ce que je veux? Retourner à Meadowbrook. Les gens là-bas sont bien. Ils m'ont accepté quand je n'étais personne. Je veux y retourner, non pas comme une fugitive, mais comme une femme libre, et y commencer une nouvelle vie avec toi. » Alors, rentrons à la maison. Ils montèrent à cheval et quittèrent Fort Griffin le jour même. La route vers le sud traversait les mêmes collines et prairies, mais maintenant, tout semblait différent. Le ciel paraissait plus gai, l'air plus pur, l'avenir plus lumineux. 2 jours plus tard, ils étaient de retour à Meadowbrook. La ville les accueillit dans le calme du soir. Madame Olsen pleura en les voyant et insista pour qu'ils restent dîner. Le barman Walter serra si fort la main de Trey qu'il faillit grimacer. Monsieur Palmer dit que la chambre de Julie était toujours libre, mais ajouta avec un clin d'œil malicieux qu'elle aurait peut-être bientôt besoin d'une chambre plus grande. Le soir, Trey et Julie se rendirent au vieux moulin, leur refuge. Ils s'assirent au 2e étage, regardant la rivière et les étoiles. « Tu sais, » dit doucement Julie, « quand tu m'as retrouvé ici il y a 1 mois, j'ai cru que c'était la fin. Que tout ce que j'avais construit allait s'effondrer. Mais en réalité, c'était le début. » Le début de quoi? D'une vraie vie. Celle où l'on n'a pas besoin de se cacher et d'avoir peur. Où l'on peut simplement être soi-même et être heureux. Trey l'embrassa, longuement et tendrement. « Alors vivons cette vie comme il se doit, sans secret, sans peur, simplement ensemble. »« Ensemble, » répéta-t-elle, « pour toujours. » Ils restèrent au vieux moulin jusqu'à l'aube, faisant des projets d'avenir. Ils parlèrent du travail que Trey trouverait dans un ranch local, du fait que Julie continuerait à jouer au saloon, mais sous son vrai nom. Ils parlèrent donc de la maison qu'ils construiraient un jour, des enfants qu'ils élèveraient. Et quand les premiers rayons du soleil touchèrent l'horizon, ils retournèrent en ville, main dans la main. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient tous les deux vraiment libres. L'histoire qui avait commencé par la perte et la séparation s'achevait par la réunion et l'espoir. Le Far West était rude et impitoyable. Mais pour ceux qui étaient prêts à se battre pour leur amour, il laissait encore une place au bonheur. Trey l'avait retrouvé. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait les séparer.